Bienvenue dans cet espace d'échange. Nous recevons la ministre d'État, Esba Zaïba. Nous sommes en marge de la COP 29 sur le climat à Bakou. Excellence, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Ah ouais, nous sommes à une fin d'année assez particulière où pratiquement toutes les trois conventions des Nations Unies, désertification, biodiversité et climat, tiennent leur conférence au cours de cette année. Alors, quelle est la réflexion que vous avez sur ces successions d'activités en lien avec la sauvegarde de la planète? Merci beaucoup. Je pense que c'est une coïncidence heureuse parce que de toutes les façons, la République démocratique du Congo, il y a 2 ans, avait déjà proposé, suggéré au niveau de cette instance que puisse y ait une jonction, une synergie d'action de ces 3 conventions de Rio que nous avons citées, la Convention cadre des Nations Unies sur le climat, la Convention sur la diversité biologique et la Convention sur la lutte contre la désertification. Étant donné que la source était la même, les besoins sont presque les mêmes, à part quelques spécificités liées à chaque convention, mais les tons communs et là existent. Je pense que, compte tenu des enjeux actuels, si les États du monde pouvaient suivre cette proposition de la République démocratique du Congo, ça serait une bonne chose. Nous avions d'ailleurs, du reste, saisi formellement le secrétariat exécutif de la Convention sur la diversité biologique. Bon, les autres conventions, nous les avons saisies de manière informelle, notamment le secrétariat exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur le climat. Nous avions parlé à la secrétaire exécutive adjointe, Madame Noura, et elle a trouvé que c'était intéressant. Je crois qu'il nous restera à contacter aussi directement les responsables de la Convention sur la lutte contre la désertification. Mais nous sommes très avancés en ce qui concerne les plaidoyers dans ces domaines-là de synergie d'action. Parlant de plaidoyer, nous revenons d'abord sur la COP biodiversité à Cali, où la République démocratique du Congo a porté 3 plaidoyers. Je cite le paiement ou le soutien de la conservation par les entreprises qui abordent les effigies des animaux. Vous avez parlé tantôt également de la synergie d'action sur laquelle vous êtes déjà revenu. Alors, Madame la ministre, au sorti de Cali, quel a été justement pour vous le plaidoyer le plus entendu? Voilà, je vais spécifier, en fait, parmi les propositions de la République démocratique du Congo pour faire avancer, en fait, l'action de la préservation de la diversité biologique, la République démocratique du Congo avait d'abord continué à faire le plaidoyer pour la mise en œuvre des 2 articles importants de la Convention sur la diversité biologique, notamment l'article 21 et l'article 20 et l'article 21, s'agissant de l'implication des pays industrialisés responsables des émissions de gaz à effet de serre pour tenir compte des pays qui sont les nôtres, qui avons cette diversité biologique, ainsi que l'article 21 sur la création d'un fonds spécifique dédié à la biodiversité. Mais bon, on n'en est pas encore arrivé là, nous sommes encore dans les provisoires où nous utilisons le fonds FEM ou GEF en anglais et nous craignons que ça soit du provisoirement définitif, ben nous continuons à croire. Et pour faire avancer nos ambitions, la République démocratique du Congo avait suggéré, suivant le nouveau cadre mondial, l'implication des privés et tenir compte de la philanthropie des privés parce que c'est reconnu de tous. Alors nous avons donné l'idée géniale de demander à tous les utilisateurs des images de la biodiversité à des fins publicitaires, à des fins commerciales, qui leur procurent du reste beaucoup de bénéfices, à réfléchir dans le cadre de la philanthropie, si dans ces bénéfices-là, ils ne peuvent pas ponctionner une certaine quantité à donner annuellement dans la gibecière du fonds dédié donc à la diversité biologique pour leur préservation. Nous avons donné quelques exemples en passant, on n'aura pas à citer tout le monde,
Il y a, par exemple, dans l'industrie de l'automobile, nous avons qu'il y a une marque prestigieuse, c'est Jaguar. Alors, Jaguar, dans l'industrie automobile, utilise donc l'image de la diversité, donc de la biodiversité qu'on appelle Jaguar. Si Jaguar, dans ses bénéfices, pouvait penser à contribuer, là on est encore dans le domaine de la philanthropie, parce que Jaguar le fait déjà vis-à-vis des personnes nécessiteuses ou des personnes vulnérables, mais si on peut le faire spécifiquement, donc cette entreprise peut s'occuper à la protection de la biodiversité, notamment Jaguar et ses cousins, ça serait une bonne chose. Alors, nous prenons le cas de l'industrie textile. Dans les textiles, nous avons des marques aussi prestigieuses comme Puma, comme Lacoste, qui utilisent aussi la biodiversité. Tout le monde le sait. Tout le monde veut s'habiller en ces marques-là. Et ces entreprises, je suis sûr, ils en tirent des gros bénéfices. Alors, ils ne trouveraient peut-être pas d'inconvénient aussi à soutenir cela. Et je peux basculer vers les entreprises agroalimentaires. Nous avons par exemple les chips Simba ou alors les Lion Chocolate où l'image de la biodiversité aussi est mise en exergue. Si nous pouvons aussi tenir compte de ça, donc c'est un appel qu'on les lance. Et nous pouvons basculer vers les entreprises footballistiques. Vous savez aujourd'hui, c'est que le transfert d'un joueur, vous savez que ce sont des entreprises professionnelles aujourd'hui qui font entrer des grosses sommes, des chiffres. Si vous entendez les chiffres de transfert des joueurs, vous pouvez ne pas y croire. Alors donc, il y a des équipes de football qui utilisent les totems ou les emblèmes de la biodiversité, des lions, les léopards, comme chez nous en République démocratique du Congo, les aigles, les étalons, les coqs, et que sais-je encore, il y en a beaucoup. Et vous avez comme ça d'autres aussi que je n'ai pas cités, et même des États. Hein. Il y a des États, et nous en République démocratique du Congo, nos armoiries, c'est la tête de léopard qui fait partie des armoiries. Et il y a même la pointe d'éléphant qui fait partie de nos armoiries. Dans d'autres pays, c'est l'aigle et ainsi de suite. Je ne saurais pas tout les dire, mais au moins dans l'ensemble, l'opinion aura compris que l'image de la biodiversité est utilisée à des fins publicitaires, à des fins commerciales ou de prestige. C'est quand même quelque chose. Vous savez que dans presque beaucoup de monde, des lois du monde, si vous utilisez l'image de quelqu'un sans son autorisation, pour des raisons publicitaires et pour en gagner des bénéfices, je pense que vous allez y répondre. Mais cette fois-là, la biodiversité n'a pas de voix. La République démocratique du Congo veut se faire la voix des sans-voix. J'allais même oublier les usines brassicoles. Chez nous, nous avons des usines brassicoles, on utilise l'Inkoyi, c'est le léopard, les Tembo, c'est l'éléphant, Simba, c'est les lions. Et les hommes adorent, il y a même les buffles, les pakassa, les hommes disent que c'est la boisson des hommes. Et c'est avec beaucoup de prestige, ce sont des boissons qui sont consommées et certainement ces entreprises en tirent aussi des bénéfices. Alors, nous appelons donc ces privés à s'impliquer. Parce qu'aujourd'hui, si cette biodiversité arrivait à disparaître, je pense que leurs entreprises aussi vont en recevoir des coûts. Parce qu'après, dans 50 ans, dans 100 ans, on dira que c'est comme le cas des dinosaures. Il y a même d'autres personnes qui vont mettre en doute l'existence de cette biodiversité. Donc, si pour les préserver, pour qu'ils ne disparaissent pas, ces entreprises peuvent mettre la main dans leur gibetière, je parle de leurs bénéfices qu'ils en tirent, ça serait une bonne chose. Pour sortir justement de la question sur la biodiversité, vous avez en 2022 beaucoup milité lors de la COP 15 sur la création du Fonds pour la diversité biologique. Madame la ministre d'État, est-ce que vous en êtes satisfait de ce processus a abouti à ce jour? Mais à ce stade, je pense que nous avons atteint beaucoup de pays qui ne connaissaient pas très bien la RDC, qui ne pensaient pas à la contribution de la RDC. En matière de négociation, c'est un processus. À Kunming, Montréal, donc au Canada,
nous avions exprimé notre point de vue. À Cali, nous l'avons fait. Nous avions eu des promesses fermes qu'une fois la COP 16, cette question sera mise sur la table. Elle a été mise sur la table, mais il y a un problème au niveau des pays qu'on appelle pays industrialisés, responsables des pollutions, qui, au même moment, ils connaissent leurs responsabilités à lutter contre le réchauffement de la planète et surtout la dégradation des forêts qui constituent l'habitat de la biodiversité. Ils reconnaissent aussi leurs responsabilités sur la dégradation des mers, de nos océans, parce qu'ils sont responsables de production de plastique, etc. Mais tout en sachant que nous sommes aussi responsables de lutter contre tous ces fléaux, mais la responsabilité, elle est différenciée selon que l'on est pollueur ou l'on est victime. Mais ces pays industrialisés, peut-être qu'il y a un problème de compréhension à leur niveau. Et ils confondent la lutte contre la pauvreté à la lutte contre le réchauffement de la planète. Lorsqu'on parle de la lutte contre la pauvreté, il y a une approche à suivre. On va identifier les pauvres qui ont besoin de l'aide. On met en place des mécanismes en faveur de ces pauvres. C'est pourquoi il y a tout ce qu'il y avait comme institutions financières internationales, les institutions de Bretton Woods, et puis il y a d'autres institutions régionales comme chez nous en Afrique, il y a la BAD, la Banque africaine de développement, il y a au niveau international aussi d'autres véhicules comme l'OCDE et tout. On met en place des mécanismes de mobilisation de ces fonds, de gestion de ces fonds. On peut les donner en format d'aide humanitaire, on les donne l'aide au développement, ou alors on donne en termes de prêts à des États pauvres pour que ces États fassent un effort à aller vers le développement, le bien-être social de leur population. Ça, c'est, je n'ai pas fini, ça c'est la démarche en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté. Par contre, la démarche de la lutte contre le réchauffement de la planète, c'est une autre voie. Donc, il y a des mécanismes spécifiques. On commence d'abord par identifier, quand on parle de lutte contre le réchauffement de la planète ou le dérèglement du climat ou la pollution, il faut identifier les responsables. Qui sont les victimes, qui sont les responsables? D'un côté, vous avez les pollueurs, de l'autre côté, vous avez les victimes. Mais il peut arriver aussi que les pollueurs sont en même temps eux-mêmes victimes. Il peut arriver aussi que les victimes peuvent aussi apporter une solution. Il y a une autre démarche. Donc, on doit mettre en place des mécanismes propres et spécifiques à cela, des activités, des actions, des stratégies à lutter contre cette pollution-là. Mais on ne met pas les mécanismes financiers au même titre que dans la lutte contre la pauvreté. Parce que les fonds qu'on doit mobiliser là ne peuvent pas être des fonds qu'on utilise pour donner des dons, de l'aide humanitaire. Ce sont des fonds orientés vers une contribution par principe pollueur-payeur. C'est là aussi il y a une confusion. Il y a une confusion qui s'est créée. Je pense qu'il faut savoir distinguer ces deux démarches. La RDC est en train aussi d'exceller, de monter en créneau pour essayer de demander à l'humanité de distinguer ces deux démarches, la lutte contre la pauvreté et la lutte contre le réchauffement de la planète. On ne peut pas utiliser les mêmes mécanismes de fonds, que ce soit la mobilisation, que ce soit aussi l'utilisation ou la gestion de ces fonds. Madame la ministre, on peut percevoir dans vos plaidoyers et interventions, et cela, je vous le dis, également vos collègues vous le prêtent, il faut revoir le modèle des négociations, il faut revoir le niveau de considération d'échange entre les pays pollués et les pays, des pays victimes. On sent également un essoufflement des pays africains à participer à ces événements, sentant qu'ils ne reçoivent finalement pas, depuis plus d'une dizaine d'années, les financements et autres. Alors, c'est quoi la réponse que les pays africains doivent avoir? Je voudrais d'abord dire, l'essoufflement, non. Au contraire, moi, je crains que, à l'allure où vont les choses, si les pays dits industrialisés, qui du reste, on peut bien les appeler, en matière de lutte contre le réchauffement de la planète, il faut appeler les chats par son nom, si les pays pollueurs et leurs entreprises qui émettent des gaz à effet de serre au-delà du seuil du tolérable continuent à se cabrer, l'Afrique va se cabrer 2 fois. Ça, c'est le danger. L'Afrique va se cabrer 2 fois comment? Parce que c'est vrai, nous sommes victimes,
que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Mais nous sommes aussi la solution. Là, je parle comme africaine. Nous avons la ressource, je parle du cas du bassin du Congo. Nous allons nous cabrer aussi avec nos ressources. Nous n'allons plus considérer que ces ressources doivent être gérées ensemble. Nous allons dire que ce sont nos ressources. Nous allons en disposer comme nous l'attendons. On fera aussi fi à tout ce qui peut arriver tout autour de nous. C'est ça la crainte. L'Afrique n'est pas essoufflée du tout, du tout, du tout. Nous ne sommes pas essoufflés parce que nous sommes sous l'arbre. Nous avons encore l'oxygène à 100%. L'asphyxie n'est pas chez nous. C'est vrai que il y a plusieurs régions d'Afrique, il y a la partie du Sahel par exemple. Nous sommes en train de réfléchir comment les pays du Sahel, nous allons booster notre solidarité à les aider avec tout ce qu'il y a comme programme alternatif, la muraille verte, la gestion des eaux de pluie, etc. Comment on le fait aussi pour les pays qui sont dans les déserts de Kalahari. Mais nous ne sommes pas essoufflés du tout parce que nous avons la réponse, comme je l'ai dit, basée sur la nature. C'est peut-être l'Europe qui va essayer de rectifier son tir, ou l'Occident dans son ensemble, ou d'autres pays de l'Asie qui sont aussi responsables des pollutions, et certains pays d'Amérique qui sont responsables aussi des pollutions, lorsqu'ils vont voir que ça va les toucher. Parce qu'il y a des pays où alors certaines personnes n'agissent que quand ils sont touchés dans leur chair directement. Lorsque ça touche l'autre, ils sous-estiment un peu l'action. Mais à l'allure où vont les choses, vous allez voir ces pays-là dits industrialisés qui pensent que la richesse, c'est l'infrastructure dont ils sont en train de s'en prévaloir. Mais quand il y aura des gens de cyclones qui vont balayer les autoroutes, qui vont balayer tous ces buildings, qui vont déstabiliser les pays entiers, je pense qu'ils vont réfléchir des fois. Nous ne sommes pas essoufflés, mais nous sommes en train de changer de stratégie. Là, je vous informe, les chefs d'État et des gouvernements ont pris l'ingénieuse stratégie. Là, j'ai coup de chapeau à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, et avec son collègue du Kenya. Ils ont donné une initiative que nous avons tous adhéré, celle désormais, n'est-ce pas, de devoir quantifier nos ressources naturelles, que ce soit les ressources du sol forestier, que ce soit les ressources du sous-sol, les ressources halieutiques. Le tout, nous allons les quantifier, notamment nos forêts, nos tourbières, nos mangroves, la biodiversité qui s'y trouve, nos minéraux critiques, les comptabiliser, les chiffrer d'abord, les comptabiliser désormais dans nos produits intérieurs bruts. Parce qu'on aura beau nous appeler pauvres en matière de lutte contre la pauvreté, si on définit la pauvreté comme étant ceux qui n'ont pas des infrastructures, des autoroutes, des immeubles, des ports, des aéroports, ceux qui ne savent pas nouer les 2 bouts de mois à manger 3 fois par jour, ok, dans une certaine mesure, nous sommes pauvres, il y a des riches. Mais en matière de lutte contre le réchauffement de la planète, qui ont les ressources à lutter contre le réchauffement de la planète? Cette fois-là, nous sommes riches, les autres sont pauvres. Donc, la pauvreté et la richesse, elle est relative selon l'approche qu'on veut la prendre. Donc, de ce côté-là, nous allons donc mettre en place nos richesses et puis nous allons les comptabiliser, comme on l'a dit, et on les met sur la table de négociation. C'est du donnant-donnant. Vous donnez l'appui, nous donnons les ressources. Vous ne donnez pas l'appui à les préserver, nous usons de nos ressources comme nous l'entendons, parce que même les sous-sols, le pétrole, nous l'avons. Nous n'avons peut-être pas la quantité de pétrole comme les pays de l'OPEP, mais en Afrique, il y a des pays pétroliers avec lesquels nous pouvons travailler la collaboration sud-sud et que nous puissions aussi, nous, dans nos économies, continuer à évoluer correctement. Quand il y avait des blocs, des blocages ici, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de bateaux qui circulent pendant le Covid-19. Combien d'Africains étaient morts? Combien? Combien ont disparu? On prédisait l'Afrique va disparaître avec le Covid-19, l'Afrique. Mais l'Afrique est là, l'Afrique est debout. Nous sommes revenus à la surface, mais vous avez vu des dégâts autour de nous, au nord et ailleurs, vous avez vu des dégâts. Je crains que par rapport au climat, il en soit ainsi. Excellence, pour sortir, je veux revenir sur les
l'épineux problème de financement, nous avons, au cours de cet entretien, nous avons eu un certain nombre, certaines pistes. Les pays africains qui subissent également ces effets au changement climatique, à l'observation des financements non aboutis, quelles sont les solutions internes? Vous avez appelé également dans vos multiples plaidoyers à revoir la nature des financements qui sont proposés à l'Afrique sous couvert de l'aide au développement ou des prêts pour subventionner les questions sur le climat. Mais comment répondre à cette question que même le ministre camerounais vous a adressée pour que les Africains puissent être autonomes? Au niveau interne, d'abord, parler le même langage. Nos gouvernements, nos États, au niveau du groupe africain, nous devons parler le même langage. Au-delà des spécificités des régions, il y a par exemple les régions de l'Afrique du Nord, il y a d'autres spécificités, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est ou l'Afrique de l'Ouest. Mais nous nous rencontrons au niveau de l'Union africaine, parler le même langage en tenant compte de nos spécificités. Que la diversité soit l'objet, soit capitalisée comme une richesse, donc la mosaïque, toutes ces différentes couleurs, et que la diversité ne constitue pas une raison de séparation ou un obstacle. Deuxièmement, au niveau interne, tous ces pays occidentaux dont on parle, des pays pollueurs, ont leurs firmes, ont leurs entreprises, ont leurs investissements dans nos différents pays. Mais on prend des mesures, comme en République démocratique du Congo, en ce qui concerne l'institution de la taxe carbone. Toutes les entreprises qui sont responsables des émissions de gaz à effet de serre, qui sont installées en République démocratique du Congo, vont s'y soumettre. Donc, ça sera des assujettis, on les appelle des installations classées de catégorie A, ils vont se soumettre à cela. Et il y a par exemple ce que je vous ai parlé des images de la biodiversité. Nous commençons d'abord en l'interne, à les sensibiliser au niveau interne. Là, on travailla donc avec la Fédération des entreprises pour que ces entreprises ne pensent pas que c'est une taxe de plus et que ça constitue une tracasserie ou perturber le climat des affaires. Loin de là, c'est une contribution pour eux à devoir évoluer, s'ils veulent évoluer correctement en République démocratique du Congo et qu'eux aussi s'épanouissent, ils doivent tenir compte des problèmes des enjeux du climat, la lutte contre le réchauffement climatique, ils doivent tenir compte de leur implication dans la gestion des déchets, par exemple, dans le cadre de l'économie circulaire. Et on va orienter les investissements dans ces domaines-là parce que ça constitue nos priorités au sein de notre CDN. Voilà au niveau interne certaines mesures que nous pouvons prendre qui s'appliqueront d'abord à nous-mêmes, à nos gouvernements, aux entreprises qui sont là et au niveau de leur succursale. Comme ça, leur maison mère en Occident ou ailleurs, ils vont savoir réajuster leur tir pour savoir comment ils vont se comporter désormais avec nous. Par exemple, en ce qui concerne les ressources minières, les minerais critiques, la République démocratique du Congo a déjà pris les résolutions. Plus question d'exploitation et d'exportation en brut. Tout doit être transformé localement. Même les produits forestiers, on les transforme localement. Apprendre ou à laisser. Vous ne voulez pas. Merci, mesdames et messieurs. Mettez la clé sous votre paillation et nous allons travailler localement. Mais il est hors de question que nos ressources commencent à aller en brut. On doit leur donner une plus-value intérieurement pour que nous aussi, nous accédons à cet outil à moindre coût et nous donnons de l'emploi à notre population. Au fait, nous lions la matière environnementale à l'économie pour un développement durable. Et ça fait partie de notre stratégie pour la diversification de l'économie. Le regard est tourné vers la COP30, comment y aller? Oui, le regard est tourné vers la COP30. Moi, je peux dire en quelque sorte, c'est notre COP. C'est la COP de la forêt. Elle se tient au sein d'un pays membre donc du bassin de l'Amazonie où nous partageons les mêmes ressources des forêts tropicales humides. Nous avons les mêmes besoins, nous avons les mêmes attentes. Nous allons mieux peut-être nous comprendre. Nous pensons que le bassin de l'Amazonie tiendra compte de la présence effective et efficiente tant du bassin du Congo que des bassins bornéo et Mekong. Merci, Excellence, pour cet entretien et au plaisir dans les prochains
échanges et négociations. Je vous en prie. Merci beaucoup à vous.